Bienvenue pour cette nouvelle analyse, nom de code MD10. On continue sur notre lancée des discussions précédentes sur l'annonce du PLF 2026 et les réactions qui ont suivi. Oui, on avait vu les premières vagues. Exactement. Et aujourd'hui, on zoome sur la période très spécifique du 1er au 16 octobre 2025. C'était une quinzaine assez électrique. On peut dire ça, oui. Entre l'instabilité politique, la rigueur budgétaire annoncée, et puis ce besoin criant d'innover. Sans oublier, bien sûr, la consécration de Philippe Aghion. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de décrypter un peu les arbitrages en cours et ce que ça implique pour l'écosystème d'innovation française, en se basant sur les documents qu'on a pu consulter. Alors, début octobre, l'ambiance politique était, fébrile. On a parlé d'aller-retour de Premier ministre, même d'une démission implicite du gouvernement Le Cornu-2. Tout ça en pleine préparation des budgets, c'est ça qui est notable. Oui, et l'OCLE a même mis un chiffre là-dessus. Ils estiment que l'attentisme des investisseurs depuis mi-2024, ça pourrait coûter moins 0,5 points de croissance fin 2025. Ce qui fait presque 15 milliards d'euros, c'est énorme. C'est ça. Alors, comment est-ce que l'écosystème de l'innovation, lui, il encaisse ce climat spécifiquement ? Il est particulièrement exposé, en fait. L'innovation, ça demande du temps long, de la visibilité. On parle de cycles de R&D, d'industrialisation qui sont longs. Oui, c'est pas des décisions qu'on prend à la légère. Exactement. Et puis, il y a une dépendance structurelle au financement public. On estime que à peu près 20% des actifs gérés par les fonds de capital risque français viennent de l'État ou d'acteurs publics. Ah oui, quand même. Et côté start-up, c'est environ 11% de leur chiffre d'affaires qui vient de la commande publique. Donc, forcément, dès qu'on parle de rationaliser les aides, les fameuses niches fiscales, L'inquiétude monte. l'inquiétude monte. Voilà, ça crée de la nervosité. Et ça nous ramène à ce fameux paradoxe français dont vous parliez la dernière fois. Tout à fait. La France dépense beaucoup en aide fiscale. Pour la R&D, on était à 0,28% du PIB en 2023. C'est parmi les plus hauts niveaux. D'accord. Mais en même temps, la compétitivité coût de nos chercheurs, elle a baissé. On est passé de la 3e à la 7e place mondiale depuis 2011. Donc mettre beaucoup d'argent ne suffit pas si l'environnement général n'est pas porteur. C'est un peu ça. Maintenir des aides élevées, c'est une chose, mais si d'autres facteurs pèsent sur l'attractivité, Alors justement, venons-en au texte déposé le 14 octobre. Le PLF, le PLFSS 2026, objectif affiché, déficit à 4,7% du PIB en 2026. Qu'est-ce qu'on y trouve pour l'innovation ? alors plusieurs points importants. Dans le PLF 2026, d'abord, le crédit d'impôt recherche, le CIR. Il est maintenu, ça c'est un signal de stabilité, c'est plutôt bien perçu. Bon point ? Mais, attention, c'est une stabilité un peu dans la rigueur. On ne revient pas sur les mesures de 2025. L'avantage jeune docteur, par exemple, il n'est pas rétabli. D'accord. Et la baisse du taux pour les frais de fonctionnement, de 43 à 40%, elle est confirmée aussi. Donc une stabilité mais pas d'amélioration par rapport aux restrictions précédentes. Et pour les autres crédits d'impôt ? Le crédit d'impôt innovation, le CII, lui, il est prolongé jusqu'à fin 2027 avec le même taux de 20%. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les PME. Oui. Par contre, le crédit d'impôt collaboration, le CICO, lui, sa fin est bien programmée pour le 31 décembre 2025. Ok. Et si on regarde du côté de l'investissement direct dans les entreprises et ses statuts un peu spécifiques ? C'est souvent là que ça coince. Oui, c'est souvent plus sensible. Alors, pour l'IRPME, le dispositif Madelin, il y a un petit mieux. Le plafond d'entreprise est relevé à 16,5 ME. C'est positif. Mais il y a un mais. Il y a un mais, effectivement. La grosse alerte, c'est sur le taux majoré à 25% pour ceux qui investissent dans les FCPI, les fonds communs de placement dans l'innovation. Ah oui ? Ce taux majoré ne serait pas prolongé après fin 2025. Et ça, c'est vraiment crucial pour attirer l'épargne privée vers le capital risque. Ça inquiète beaucoup les acteurs. Et l'autre point qui faisait débat, c'était les JEI et JEC, les jeunes entreprises innovantes ou de croissance. Exactement. L'article 9 du PLFSS prévoit un nouveau durcissement pour accéder à ces statuts. Le seuil minimal de dépenses en R&D serait encore relevé. Après une première hausse en 2025 déjà ? Oui. Et là, France Digital a vraiment tiré la sonnette d'alarme. Il parle de risque de suppression de postes, de gel d'embauches, de projets R&D carrément abandonnés. L'impact sur l'amorçage pourrait être important. Très important. L'arbitrage semble privilégier les équilibres des comptes sociaux par rapport à la stimulation des jeunes pousses, quoi. Et c'est là que l'histoire prend une tournure assez particulière. Parce que la veille, vraiment la veille du dépôt de ces budgets, le 13 octobre, il se passe quelque chose.
Ah oui, le timing est incroyable. Le prix Nobel d'économie est attribué à Philippe Aghion, avec Peter Howitt et Joël Mokyr. Pour ses travaux sur la croissance par l'innovation, la fameuse destruction créatrice. C'est ça. Et la théorie d'Aghion, elle a quand même beaucoup influencé les politiques publiques en France ces dernières années. L'idée qu'il faut constamment soutenir l'émergence de nouveautés pour dynamiser l'économie. Et Aghion, il n'a pas tardé à réagir d'ailleurs. Non, dès l'annonce du prix, il a appelé l'Europe à investir massivement dans l'innovation pour ne pas se laisser distancer par la Chine ou les États-Unis. Ce qui crée une dissonance assez frappante. C'est ça qui est fascinant. On célèbre une théorie qui dit « soutenez la création, l'émergence » et au même moment, on annonce des mesures comme le durcissement du statut JUI qui semble freiner cette émergence. C'est un peu à contre-courant de l'esprit schumpeterien qu'on célèbre. Bon, alors si on essaye de synthétiser ce moment, cette première quinzaine d'octobre 2025, elle met vraiment en lumière un dilemme profond, non? Absolument. Qui est réel, avec cet impératif d'investir dans l'innovation pour préparer demain. Surtout que l'écosystème a déjà participé à l'effort. Oui, on parle d'environ 3 milliards d'euros de moindre ZAD rien qu'en 2025, donc l'effort a déjà été conséquent. Tout à fait. Donc au-delà des chiffres, des articles de loi, ce qui se joue là, ce sont des choix vraiment structurels. Quelle vision on a à long terme pour l'innovation dans notre modèle de croissance? Est-ce qu'on privilégie la consolidation budgétaire tout de suite, maintenant, Quitte à freiner un peu cette destruction créatrice? quitte à freiner potentiellement cette dynamique que, paradoxalement, notre nouveau prix Nobel nous encourage à stimuler? C'est vraiment la question de fond que pose cet arbitrage d'octobre. Une question fondamentale, et qui va sûrement alimenter les débats pendant encore un moment. C'est sur cette interrogation qu'on va conclure notre analyse pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute pour cette exploration des enjeux entre innovation et budget 2026.